Les médias n'ont cessé de nous seriner que les Québécois voulaient du changement. Eh bien, je n'en crois pas un. Personne ne veut le changement, à moins d'y être contraint. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 5 septembre 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Ce matin, je me proposais, de vous lire un passage de Maurice Martin Dugard, consacré au poète Rainer Maria Rilke. Mais avant, je ne sais si j'aurai le temps, je vais vous livrer à froid, plutôt à chaud, mes premières impressions concernant cette élection qui a eu lieu hier et qui a vu, pour la première fois de l'histoire du Québec, une première ministre élue, Pauline Marois. Tout d'abord, je dois vous dire que j'ai très mal dormi. Les événements du Métropolis, comme vous le savez, sont terriblement graves. Un homme armé est entré, armé d'un AK-47, et a tenté de tuer Pauline Marois, et finalement a blessé quelqu'un et en a tué une autre à l'intérieur de l'enceinte du Métropolis. Tout de suite, on relativise l'événement. C'est un dément, c'est un fou furieux. Mais moi qui ai passé une bonne partie de l'été et à manifester, qui a assisté à des dizaines de scènes de violence policière et quelques-unes également de la part de certains manifestants. Quelques-unes, et quand je dis quelques-unes, c'est vraiment, je peux même pas les compter sur les doigts d'une main. Et la plupart des scènes de violence consistaient à des invectives à l'égard des policiers. Alors pour moi, insulter quelqu'un, c'est pas de la violence, n'est-ce pas? Mais le principal responsable de cet état de crise dans lequel le Québec est plongé depuis le 14 février dernier, c'est le premier ministre Jean Charest qui a perdu les pédales, qui a échoué à maintenir l'ordre établi, c'est-à-dire d'assurer la stabilité du système en place. Alors voilà cet attentat qui déjà est occulté. Je le comprends bien, on ne voudra pas en parler. On va découvrir sans doute que c'est un acte isolé. Mais il faudrait à un moment donné commencer à s'interroger. Et je ne crois plus que le Québec doit se considérer maintenant comme une sorte de société pacifique, ouverte. Ça serait en un peu plus d'un quart de siècle, le 5e événement violent. Violent, j'entends par là agression de masse en 25 ans. C'est une moyenne de 1 aux 5 ans à peu près. Et évidemment, c'est toujours des cas isolés et c'est toujours des fous furieux. Mais au rythme où nous allons, et si nous regardons ce qui s'est passé dernièrement, l'année dernière en Norvège, il y a fort à parier que ces événements vont aller en se multipliant. Et pour ma part, ça me plonge dans un grand désarroi. Aussi, le printemps québécois, il faut le mettre en lien avec la crise financière qui a débuté il y a 5 ans et qui ne cesse de livrer ses fruits vénéneux. Nous avons acheté du temps, nos gouvernements ont acheté du temps à crédit en endettant les populations. Nous voyons les résultats partout. En Europe, la crise ne fait que s'aggraver. Aux États-Unis également. Et au Québec et au Canada aussi. Alors, excusez-moi, je suis vraiment très fatigué. Il a fort à parier que le réveil de la rue auquel nous avons assisté ce printemps n'est pas qu'un réveil sporadique. La rue va se réveiller sans cesse, à mon avis.
Nous allons revoir la rue et encore et encore. Probablement avec cette victime innocente, cette victime expiatoire d'hier soir, un chapitre sera clos. Et je ne peux m'empêcher de penser à René Girard, qui nous rappelait que la recherche du bouc émissaire, où on s'entendait pour trouver une victime innocente, pour calmer les tensions au sein d'une société, eh bien, je pense que ce meurtre-là, fondateur, a eu lieu hier au Métropolis. Et que le règne de Pauline Marois, qui sera court, sans doute, et très chaotique, ne préfigure rien de bon pour la suite des événements. La tentation sera grande pour beaucoup d'entre nous de se replier dans notre vie privée, aggravant ainsi la crise collective. Si vous voulez savoir ce qui nous attend, là, nous Québécois, allez jeter un coup d'œil du côté de la Grèce, qui est le laboratoire de cette expérience européenne qui ne donne pas les résultats escomptés. La Grèce, c'est notre avenir. Et nous allons voir débarquer des politiciens qui vont nous expliquer qu'il faut se serrer la ceinture, qu'il faut se priver pour maintenir en l'état un système qui va de plus en plus devenir impossible à maintenir en l'état. Alors, écoutez, je vais essayer de finir sur une note positive, mais vraiment aujourd'hui, je me réveille avec une énorme gueule de bois, même si j'ai pas bu une goutte d'alcool. J'ai le moral dans les talons. Est-ce qu'une victoire majoritaire du Parti québécois aurait changé quelque chose? Je ne le pense pas. Pour moi, cette élection-là, il n'y a que des perdants. Et j'inclus ici Québec solidaire, qui va se réjouir d'avoir une deuxième députée, Françoise David, à l'Assemblée nationale. Mais si j'écoute les premières réactions des membres du Parti québécois et de Québec solidaire, l'animosité va en grandissant entre les deux groupes. Et d'après moi, nous ne sommes pas loin d'assister à un schisme définitif. Je souhaiterais, moi, que le dialogue se poursuive entre les deux partis politiques. Mais je pense que ça n'arrivera pas. L'éclatement de la société québécoise va se poursuivre, à l'instar de l'éclatement de toutes les sociétés occidentales, où chacun des groupes va se replier farouchement sur ses privilèges, sans tenir compte du big picture, comme disent les Anglais. Écoutez, je vais quand même vous quitter avec une petite note. Rainer Maria Rilke, une petite note positive. Rainer Maria Rilke au Luxembourg. Parce que c'est aujourd'hui le printemps, Rilke m'a donné rendez-vous au jardin du Luxembourg. Ce matin, léger, élégant dans son complet gris, droit, fermé, à 3 boutons, en taille malgré ce frisquet de 10 heures, il s'est accoudé à la balustrade de la fontaine Médicis. C'est la même hauteur exactement que le pupitre sur lequel je travaille dans ma vieille tour valaisanne. Il avait tiré de sa poche un carnet noir. Son petit œil bleu fouillait l'univers, l'air si poli. Il vint vers moi d'un pas menu. Je sentis dans ma main ses doigts fins frémissants. Une grâce l'habite. Le soleil jouait faiblement sur ses lèvres pâles. Vous irez à Prague, il le faut. Vous y rencontrerez mes fantômes, puisque j'y suis né et que vous êtes mon ami. Mais ici, Paris, la lumière de Paris, rien n'a changé. Et Rilke de me raconter son retour en France à la fin de 1919, après ces horribles et absurdes années qui pourtant n'ont pas transformé les hommes ni la capitale comme il l'avait redouté. Les biens qu'il possédait à Paris avaient été mis sous séquestre. Une démarche d'André Gide obtint qu'on en retirât 2 caisses de livres, mais tout le reste vendu. En me narrant cela,
l'ennemi le plus innocent du monde, ne montrait pas la moindre irritation, nulle amertume dans la voix, seulement un surcroît de douceur, quelque chose de plus chrétien pour autant que ce fût possible. Lorsque je retrouvai Paris, je me suis longuement promené, puis, un jour rue de Seine, je reconnus au col d'un antiquaire la cravate que je lui avais vue en juillet 1914. Cela me donna confiance. Je me nommais, je n'étais plus seul. Nous avons passé la grille du Luxembourg pour descendre dans la rue de Tournon. Maintenant, rue de Seine, rue Bonaparte. Il regarde au visage ses libraires, ces antiquaires qu'il chanta dans les cahiers de Malte Lorid-Bride. Lentement, sans presque d'accent, il évoque ce qu'il aime. Chaque être ici porte son expression unique, un signe de sa personnalité qu'il ne montre pas, qu'il ne cherche pas non plus à cacher. Toutes les nuances du bonheur ou du malheur ou de la solitude, c'est seulement sur le visage des hommes de Paris que je les retrouve, et la vitalité française s'exprime dans la multiplicité de ces apparitions différentes. Dans les rues, je ne traverse jamais un vide, je vais d'un visage à un autre visage, avec le souvenir de la valeur sincère et non approximative du premier. Tout est comblé par une lumière délicate. Ainsi parle Rainer Maria Rilke sur les rives gauches de la Seine. Il s'ajoute aux passants, aux choses, se fond en cet univers de rencontres, puis il se reprend pour n'être plus qu'intelligence et trait d'union rayonnants, et pont de fleurs et de feuilles, miraculeusement suspendus entre la vie et la mort, entre nos deux nations aussi. Nous allions, et il me disait, l'art purifie. Il faut aimer. Il ne faut qu'aimer, tout aimer. Vivre à voix basse. Il me dit encore qu'il fallait dire et vivre toute la vie sur le ton de la prière. Vivre toute sa vie, aimer tout son amour et mourir toute sa mort, fis-je, à haute voix. Plein d'indulgence alors, plus heureux qu'un enfant, Rainer Maria Rilke me fit son sourire des primitifs. Il descend toujours un peu de vitrail. Et ben voilà, voilà. N'être plus qu'une prière, n'est-ce pas? N'être plus que poésie. Dans ce monde qui en manque cruellement. Dans ce monde de plus en plus déchiré par la discorde, la violence et les intérêts mal compris de tout un chacun. Alors c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui.